Vous êtes à la source de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue les grandes articulations. Application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Une rencontre a lieu sur la finalisation du rapport d'auto-évaluation. 72 heures pour les parties prenantes afin d'examiner les progrès réalisés par la Guinée. Et puis, certains établissements de formation militaire reçoivent la visite du chef d'état-major général des armées. Objectif, s'enquérir de la qualité de l'enseignement à tous les niveaux. Apprenants et formateurs sont encouragés. Les examens nationaux sont prévus dans quelques jours. Les cadres impliqués dans l'organisation étaient face à la presse. Ils dévoilent l'état d'avancement des préparatifs. Les grandes annonces sont aussi faites pour la réussite des évaluations finales. C'est tout pour le sommaire. Jeudi 29 mai, tenue du Conseil des ministres sous la haute présidence du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Cette session est marquée par la présence remarquable des membres du CNRD ainsi que des cadres du ministère des Mines et de la Géologie, ce qui démontre le caractère exceptionnel et la portée stratégique de ce Conseil des ministres. Un compte-rendu a par la suite filtré, quintessence, dans cet extrait. Bonsoir. Le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil des ministres du jeudi 29 mai 2025. À l'ordre du jour, 1. Le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 1.2. Le compte-rendu des sessions du Conseil interministériel du 4, du 18 et du 25 mars, du 8 avril et du 27 mai 2025. 1.3. Les décisions du Conseil, et pour terminer, 1.4 par les divers. Au titre de son message, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, a souhaité la bienvenue à tous à ce Conseil des ministres exceptionnel, composé des membres du CNRD, des membres du Conseil habituel, ainsi que de 15 cadres de l'administration minière. Le président de la République a commencé son message à l'attention de la communauté musulmane qui s'apprête à célébrer la fête de Aïd el-Kibir la semaine prochaine, en leur souhaitant par anticipation une bonne fête à toutes et à tous. La célébration de cette fête occasionne habituellement de nombreux déplacements à l'intérieur du pays. Ainsi, par anticipation, le chef de l'État a demandé au Premier ministre, chef du gouvernement, et au ministre de l'Information et de la Communication de procéder à une sensibilisation intense et ciblée à l'attention des usagers de la route. Aussi, il a instruit au ministre de la Défense et de la Sécurité de prendre toutes les dispositions pour renforcer la sécurité routière pendant cette période à risque. En lien avec l'organisation du pèlerinage de cette année, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a instruit au service compétent l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités des auteurs ou de l'auteur de ce sabotage. Il a précisé qu'il attend les résultats de cette enquête avant le lundi 2 juin 2025. Tous les auteurs identifiés responsables du malheur de nos concitoyens répondront devant la loi. Pour ce qui est du recensement, le chef de l'État a décidé du report jusqu'au 20 juin 2025, afin de donner la chance à tous les Guinéens de se faire enrôler. À présent, audience successive du patron de la diplomatie guinéenne. Le diplomate libérien annonce officiellement sa venue à Conakry. Quant à la visite de l'ambassadeur du Mali, un sujet spécifique est abordé. Makemed Nzo nous fait le point. Les relations entre Conakry et Monrovia s'inscrivent de façon durable dans une forme de fraternité au-delà de la diplomatie. Même si les liens ont connu un long flou diplomatique, le temps est venu de réexaminer l'ensemble des questions de coopération entre les deux pays. C'est dans ce contexte que le nouvel ambassadeur du Libéria en Guinée remet les copies figurées de ses lettres au chef de la diplomatie guinéenne. L'occasion de rappeler valeurs politiques et surtout culturelles que partagent les populations de part et d'autre. J'ai été nommé par mon président pour venir dans ce pays dans le simple but de solidifier les relations
non seulement diplomatiques, mais aussi les relations familiales qui existent entre la Guinée et le Libéria depuis des décennies. Ma présence dans ce pays, c'est dans le but de tout faire pour raffermir ces relations. Tout ce que je fais dans ce pays, je le fais non seulement dans l'intérêt de la République du Libéria, mais aussi dans l'intérêt de la Guinée, parce que ça, c'est deux pays frères. Juste après le diplomate libérien, c'est l'ambassadeur du Mali qui est reçu par Dr Mourisanda Kouyaté. Au menu de l'entretien, l'examen en profondeur de certaines questions d'actualité. Nos échanges ont porté essentiellement sur les déclarations malencontreuses d'un vidéaste malien qui s'en est pris de façon très virulente à celui que nous considérons comme un ami, un frère et un allié du Mali, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Aussitôt, la justice malienne s'est saisie de l'affaire et à l'heure où je vous parle, l'intéressé a été mis sous mandat de dépôt. Aussi, voudrais-je saisir cette opportunité pour dire qu'il n'existe pas de nuage entre Bamako et Conakry. Le gouvernement de la République du Mali, nous réaffirmons notre profond attachement aux valeurs historiques, aux liens séculaires entre la République du Mali et la République de Guinée, ces deux poumons d'un même corps. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est un autre monde. Quand cette affaire s'est passée, les autorités se sont parlé. Et ma visite chez le ministre des Affaires étrangères s'inscrit dans cette dynamique. Il n'y a jamais eu de problème. Les autorités maliennes ont pris la mesure des enjeux et ont agi conséquemment. Lutte contre la corruption, l'application de la Convention des Nations Unies mobilise les acteurs impliqués. L'heure est à la finalisation du rapport d'auto-évaluation. Les travaux ont duré 3 jours et sont terminés. Principale mission, examiner les progrès réalisés par la Guinée. Aïssata Marshall. Après 3 jours de fructueux échanges, les acteurs guinéens de la lutte contre la corruption et leurs partenaires étrangers ont bouclé ce mercredi 29 mai 2025 l'atelier de finalisation de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Lancée le 27 mai à Conakry, cette assise a réuni l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promouvoir de la bonne gouvernance. Des experts internationaux, la société civile, entre autres, parties prenantes. Au nom du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, c'est Omar Diop, son conseiller principal, qui a présidé la cérémonie de clôture. Mais de notre positionnement, de notre position administrative, il faudrait qu'il y ait une éthique de responsabilité dans tout ce que nous faisons. Et comme on est dans le cadre de la lutte contre la corruption, tant qu'on n'épouse pas, tant qu'on ne fait pas cette éthique de responsabilité, savoir qu'est-ce qu'on déroule, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on nous a confié, la NLC ne pourra pas avancer. La lutte contre la corruption est le cheval de bataille du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. S'inscrivant dans cette dynamique, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promouvoir de la bonne gouvernance. Nous avons été évalués sur 2 volets. Il s'agit des mesures préventives et le recouvrement des avoirs. Et sur tous les points, l'applicabilité, bien entendu, comment on a pu au moins initier des mécanismes pour parvenir, n'est-ce pas, à combattre, n'est-ce pas, ce fléau qui est la corruption en République de Guinée. Depuis 2012, nous sommes en phase active d'éradication de la corruption, mais il faut relever que c'est dans ces 3 dernières années, que les nouvelles autorités ont mis un accent particulier sur la volonté réelle du pays à aller de l'avant dans ce domaine-là, en matière de lutte contre la corruption. Et ils ont dégagé les moyens requis à cet effet, et ce qui nous
permet aujourd'hui d'avancer de plus en plus. Pour les experts et les États évaluateurs, la République de Guinée, sous le leadership du président général Mamadi Doumbouya, est sur la bonne voie. La Guinée a été tirée au sort comme pays examiné et devait être examiné par deux autres pays. Nous avons la République démocratique du Congo ainsi que la Grenade. Alors, c'est cet exercice d'aujourd'hui. On devait procéder à la visite de pays pour vérifier la conformité, et non seulement la conformité, mais l'efficacité du dispositif légal guinéen en rapport avec toutes les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption. À travers cette rencontre, la Guinée confirme sa volonté de se conformer aux normes internationales en matière de bonne gouvernance et de transparence pour éradiquer la corruption de manière durable sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Patrimoine bâti public, prise de fonction de la directrice générale et son adjointe. L'installation de cette nouvelle équipe dirigeante est présidée par le ministre secrétaire général de la présidence. Dans son discours de circonstance, le général Amara Kamara les exhorte, entre autres, à la synergie d'action. Omar Bari, compte rendu. Moins de 24 heures après leur nomination par décret du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, Madame Souadou Baldé, nouvelle directrice générale du patrimoine bâti public, et sa collaboratrice, Madame Nafissatou Cissé, directrice générale adjointe, ont été officiellement installés dans leurs fonctions ce vendredi 30 mai 2025. La cérémonie empreinte de solennité s'est tenue dans les locaux du service, sous la présidence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, qui assurait jusque-là l'intérim de cette direction stratégique. Dans son discours de passation, le général Amara Kamara a mis en lumière les enjeux liés à la gestion du patrimoine bâti de l'État, soulignant l'importance de la rigueur, de la transparence et de la coordination. Il a exhorté les nouvelles responsables à travailler en parfaite synergie dans un esprit d'équipe et de service public pour relever les nombreux défis qui les attendent. Félicitations à nos deux promus qui vont dès ce matin assurer la relève avec le plein pouvoir. Le patrimoine est un secteur assez stratégique, assez complexe, avec beaucoup de défis, et c'est ce qui rend aussi la mission très passionnante. Et je veux les rassurer que tout le personnel du secrétariat général et de la présidence, dans sa globalité, sera à leur écoute, à leur disposition pour les aider dans leur mission. C'est encore le lieu, encore une fois de plus, de dire merci au chef de l'État pour ce nouveau challenge qu'il nous a confié. Nous sommes encore engagés à aller sur d'autres fronts pour relever d'autres défis. Dans le même élan, le vérificateur général adjoint, M. Abdoulaye Oumar Diallo, a salué la démarche du président de la République visant à confier la direction de ce service à des femmes compétentes, affirmant que cette décision s'inscrit dans la dynamique d'une gouvernance basée sur l'inclusivité. Mesdames les directrices, le décret 077 PRG CNRD SGG du 29 mai de votre nomination témoigne de la confiance que Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a bien voulu placer en votre personne. Votre installation revêt une importance particulière au regard des événements récents intervenus à la tête de cette direction. Elle marque en effet donc le début d'une nouvelle ère et au regard des défis nombreux que vous attendent. Je suis sûr que vous mesurez l'immensité et la portée que votre mission serait de les relever. Je souhaite par conséquent plein succès pour cette mission. Prenant la parole à leur tour, les deux promus ont exprimé leur gratitude au chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour la confiance placée en elle. Conscientes de l'ampleur de la mission qui leur est confiée, elles ont promis de s'investir pleinement pour mériter cette marque de confiance. Cet honneur est un privilège que je mesure à sa juste valeur et je m'engage à y répondre avec l'intégrité, le dévouement et le professionnalisme qui ont toujours animé ma carrière au service de l'État. Que cette décision soit saluée comme une illustration forte et symbolique de la vision du chef de l'État pour une Guinée juste,
moderne et inclusive, où les compétences sont reconnues sans distinction. C'est un signal fort adressé à l'expertise féminine, démontrant la capacité des femmes à occuper des postes clés et à contribuer de manière significative à la refondation et au développement de notre nation. Je suis fière de faire partie de cette dynamique et m'engage à être digne de cette confiance. Mesdames et messieurs, la Direction générale du patrimoine bâti public est au cœur des fondations de notre État. Le patrimoine bâti public va bien au-delà des bâtiments et des terrains qu'il comprend. Il incarne la présence de l'État, soutient les services publics, stimule le développement économique et constitue un pilier essentiel de notre souveraineté. Sa gestion efficace, transparente et rigoureuse est donc un enjeu majeur pour la prospérité et la crédibilité de notre République. Ma vision pour la Direction générale du patrimoine bâti s'articulera autour des principes fondamentaux. Rigueur dans la gestion du patrimoine bâti, transparence et bonne gouvernance, efficacité et modernisation, valorisation du capital humain. Je suis honoré d'intégrer une équipe compétente et engagée. Ensemble, nous avons la lourde mais noble tâche de préserver, gérer et valoriser le patrimoine immobilier de l'État. Ce défi, nous le relèverons avec professionnalisme, esprit d'équipe et sens du devoir. Je voudrais réitérer ma reconnaissance au président de la République pour sa politique résolue en faveur de la promotion féminine, pour sa vision et son leadership qui inspire toute une génération d'acteurs engagés dans la construction d'une Guinée forte et moderne. Cette installation marque une nouvelle ère pour le patrimoine bâti public, un secteur crucial pour la bonne gestion des biens immobiliers de l'État et un levier essentiel dans la rationalisation des ressources de l'État. Elle témoigne également de la volonté du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, de promouvoir les compétences féminines dans les sphères de décision et d'asseoir une gouvernance exemplaire au service de l'intérêt général. Sur tout autre plan, le commerce des services, une des priorités de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. La promotion du secteur intéresse la Guinée et ses partenaires. Une stratégie est en gestation, place à l'examen et à la validation. Un appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Karim Kamara, détail. La promotion et le développement du commerce des services, qui est le moteur des économies modernes, reste encore une préoccupation en Guinée. Le modus operandi qui en découle est déjà exprimé dans le programme d'action prioritaire de la stratégie nationale ZLECAf. Ici, sous la houlette du ministère du Commerce, Industrie et PME, ces acteurs se retrouvent pour l'examen et la validation de cette stratégie. Ce que nous avons lancé aujourd'hui est un véritable pan pour lever les obstacles à l'exportation des services, structurer les filières prioritaires, améliorer la régulation et intégrer la Guinée dans les chaînes de valeur régionales, continentales et mondiales, notamment dans le cadre de la ZLECAf. Il est alors question pour ces acteurs de se mettre d'accord sur la vision et les objectifs, à savoir rendre les marchés plus efficaces, les marchés de services plus fiables, mais aussi plus inclusifs. Pour chacun de ces objectifs, il y a des instruments qui sont discutés, notamment la libéralisation en ce qui concerne l'efficacité des marchés, la régulation ou la réglementation en ce qui concerne l'objectif de fiabilité des marchés et puis des politiques d'amélioration de l'accès aux services. Pour l'élaboration de cette stratégie, la Guinée a bénéficié de l'appui technique et financier de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Maintenant, c'est de renforcer sa contribution dans le commerce extérieur de la Guinée et dans le commerce intra-africain dans le cadre de la ZLECAf. Notre ambition est claire. Nous voulons créer des emplois qualifiés dans le numérique, les services d'appui aux entreprises, le tourisme, la finance, la santé et bien d'autres. Nous voulons transformer la perception des services non plus comme un secteur accessoire, mais comme un moteur central de développement socio-économique. La Direction nationale du commerce extérieur et de la compétitivité insiste sur le fait que cette stratégie est une feuille de route pour le pays afin de tirer profit des opportunités offertes par le protocole sur le commerce des services de la ZLECAf, les engagements dans le cadre de l'OMC ainsi que les dispositifs régionaux de la CEDEAO.
Parlons à présent de l'émancipation de la couche juvénile. Le Conseil consultatif des jeunes se retrouve. Plusieurs nationalités sont concernées. C'est un forum pour discuter de la promotion des jeunes, surtout dans les instances de prise de décision. Mariam Kamara. 4 jours sont consacrés à cette rencontre. 14 pays se retrouvent en Guinée pour assister au forum régional des conseils consultatifs des jeunes. Un espace d'échange est créé pour non seulement recueillir les préoccupations des jeunes, mais aussi et surtout favoriser une réflexion collective sur la participation et leur engagement à promouvoir leurs droits. Chers jeunes, tenez-nous pour responsables. Tenez le gouvernement, vos dirigeants, les décideurs que nous sommes pour responsables de l'élimination des obstacles structurels qui affectent vos intérêts, qui affectent vos talents et votre capital intellectuel, car l'avenir envisagé pour l'humanité et vos pays repose sur la libération du potentiel et de votre potentiel. C'est quand même un sentiment de fierté et de redevabilité parce qu'il faut savoir que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'ensemble des membres du gouvernement, l'Excellence, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, ils étaient tous là, ils nous ont accompagnés, ils nous ont facilité. Et franchement, je dirais que c'est déjà un grand pas. Maintenant, la seule chose que je vais faire pour plaidoyer, c'est de continuer également à nous accompagner de manière concrète sur le terrain, c'est-à-dire en nous impliquant même lors des prises de décision. Pour l'occasion, plus de 200 jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre vont, lors des panels prévus, échanger leur expérience et avoir pour interlocuteur direct les autorités administratives. Je suis là pour représenter la jeunesse du Mali, pour venir en tout cas partager notre expérience en termes d'engagement des jeunes dans le développement durable. Un rendez-vous de donner, de recevoir, afin qu'on sorte avec une résolution. On va prendre ces résolutions particulières pour ne pas que ce soit une rencontre de trop. En Afrique, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Et le forum consultatif se veut être un incubateur de changement avec des jeunes engagés ayant une force de proposition et complètement intégrés aux prises de décision pour au final devenir une génération qui tracera un avenir meilleur pour l'Afrique. C'est l'un des titres de cette édition. Visite du chef d'état-major général des armées dans certains établissements de formation militaire. Un déplacement qui cadre avec son plan d'action. Le général Ibrahima Sory Bangoura vient s'assurer de la qualité de l'enseignement. Dans les sites visités, apprenants et formateurs reçoivent les encouragements. Adjudant-chef Oumar Kamara de la presse militaire. Dans son programme de visite périodique dans les structures de formation militaire, le chef d'état-major général des armées est reçu à l'école militaire interarmée de Guinée, EMIA, créée au lendemain de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Cette prestigieuse institution militaire forme les officiers de la République. Elle accueille actuellement la 4e promotion du cours préparatoire d'état-major, la 8e promotion du cours d'application des chefs de section d'infanterie et des promotions d'élèves officiers. Dans l'amphithéâtre de l'école, une présentation méthodologique sur l'élaboration d'une décision opérationnelle tactique est effectuée. Un exercice tactique de nouveau dés, GTD, simulant un groupement tactique interarmé Mondon. Le cours préparatoire prépare l'officier à affronter le test pour aller dans une école d'état-major. Mon impression là-bas a été qu'il y a de très bonnes instructions parce qu'ils ont réussi à dérouler une planification. Ils étaient à une phase de présentation et de décision des modes d'action amis et ennemis. De l'EMIA Guinée, le chef d'état-major général des armées s'est successivement rendu à l'école préparatoire technique communément appelée Prytanée militaire, au centre de formation de conduite mécanique et automobile des armées et au parc central. Dans toutes ces structures, le général de corps d'armée Ibrahima Sory Bangoura a constaté de visu les conditions de vie et d'apprentissage des hommes, mais aussi apprécier les efforts en matière de formation technique visant à professionnaliser les forces armées guinéennes. C'est une visite périodique que je rends à l'école de Prytanée et encore les rassurer parce que c'est des enfants qui sont venus d'horizons différents,
et voire même de l'extérieur du pays avec les pays amis. Donc le rôle du commandement est de venir de temps en temps prendre contact avec eux, les rassurer, parce que il faut qu'ils se sentent chez eux. J'ai trouvé une très bonne ambiance là-bas. Je pense que c'est des enfants qui sont bien encadrés et il y a de la discipline et il fallait encore les motiver davantage. Cette visite de terrain du chef d'état-major général des armées témoigne de l'intérêt que porte la hiérarchie militaire à la formation et à la qualification des hommes. Elle s'inscrit dans le plan d'action de l'état-major général des armées. Au même moment, au département de la sécurité, on constate l'amélioration du cadre de travail. En témoigne l'inauguration du centre de formation et de perfectionnement, une infrastructure de plus dans le vaste chantier de réforme au sein des forces de défense et de sécurité. Mangué Dantomasuma, Soleiman Kondé. Dans ce monde en perpétuelle mutation, l'informatique est devenue un outil indispensable pour la bonne performance des services de sécurité. Le centre CFP que nous mettons officiellement en service aujourd'hui n'est pas qu'un simple espace de formation, mais aussi un instrument stratégique. Elle est constituée de 25 postes interconnectés pour répondre aux besoins des travaux collaboratifs, un système d'ondulation centrale de 10 kVA, un écran de présentation de 10 pouces, un comptoir café pour les pauses. Nombreux défis sont posés de nos jours par la cybercriminalité, ce qui, du coup, représente une menace de la sécurité nationale. Monsieur le ministre, votre engagement à inscrire la sécurité dans l'ère du numérique est à saluer. C'est une démarche responsable et visionnaire, en parfaite cohérence avec la politique impulsée par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui a fait du numérique un socle de notre transformation, de l'action publique et un pilier de la souveraineté nationale. La sécurité publique du XXIe siècle exige une police formée, agile et technologiquement compétente. Un centre informatique de formation et de perfectionnement n'est donc pas un luxe, mais une nécessité pour garantir la souveraineté numérique de notre pays, la justice, mais surtout la tranquillité de toutes et de tous. C'est pourquoi il faut poursuivre cet investissement ici à Conakry jusqu'à l'intérieur du pays, notamment dans nos régions administratives. Devant un parterre d'invités à cette cérémonie inaugurale, parmi lesquels les cadres administratifs et les représentants des forces de défense et de sécurité, la première session de formation des agents de police à l'utilisation des outils informatiques a été lancée par les deux ministres. Par ailleurs, recensement biométrique, le garde des Sceaux s'invite dans les préfectures de Dabola et Farana. Un peu partout, les populations sont à l'écoute. Elles apprennent le bien fondé du PNRAVEC. Kerno Younoussaba. Dans la région de Farana, le taux de recensement administratif à vocation d'état civil est satisfaisant. Ici, l'opération connaît une dimension citoyenne, une conséquence de la sensibilisation menée en direction des différentes couches sociales. La stratégie déployée dans les centres urbains, sous-préfectures ou dans les villages a provoqué une adhésion importante des citoyens. Le taux moyen est de 87% pour toute la région de Farana, dont 142,79% pour la préfecture de Dabola, 102,97% pour Dinguiraï, et 134,59% pour la préfecture de Farana et 77,42% pour Kissidou. La tournée du garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans les différentes localités de la région de Farana consiste à montrer la voie aux citoyens. Ce geste symbolique vise à mettre en lumière la portée du processus dans l'amélioration de la gouvernance. Nous avons commencé par la préfecture de Dabola, qui relève de la région administrative de Farana, où nous avons parcouru quelques sous-préfectures et la commune de Dabola. Dans l'enceinte de l'université, nous avons trouvé
une massive mobilisation de la population dans ce temple du savoir où nous avons déroulé le même message. À la suite de quoi, nous voici à Tindo. Tindo, nous avons constaté que la population est dans l'esprit du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. De l'opération initialement prévue le 30 mai prochain est prorogée de 20 jours. Il est question de toucher tous les citoyens ayant l'âge de se faire enrôler. Et lorsque j'ai annoncé qu'au regard de l'importance de ce recensement, l'autorité a accepté de prolonger le délai de 20 jours, c'est une salve d'applaudissements nourris qui a retenti dans la salle. Tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire que la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est comprise par ses concitoyens. Cette tournée du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme consiste à s'assurer de la bonne conduite des opérations et sensibiliser pour plus de mobilisation citoyenne pour la réussite de ce processus crucial, susceptible de garantir la participation de tous à la vie politique de la nation. Même initiative avec l'Institut supérieur de formation à distance. C'est à l'actif d'un mouvement au niveau de l'enseignement supérieur. Les cadres de l'ISFAD sillonnent le quartier Kaporo tout en sensibilisant les populations sur la portée de l'enrôlement biométrique. Les messages sont passés dans certains marchés. Sékou Souma, nous y reviendrons. On reste sur cette priorité gouvernementale. Kindia, cette fois-ci avec une structure de soutien des initiatives présidentielles. Il jette son dévolu sur les concessions scolaires. Et à juste raison, l'âge minimal requis est de 10 ans. Les élèves sont donc concernés. Ils sont massivement invités à se faire recenser. Quelle la presse Camara. Le bureau fédéral régional du Mosakot de Kindia, dirigé par Hadja Diaba Doumbouya, coordinatrice nationale. Entrepreneuriat à présent, remise des prix panafricains à des leaders du continent, c'est à Casablanca au Maroc. Sur 50 leaders récompensés, 3 Guinéens sont distingués. La cérémonie regroupe 25 pays du continent. Moussa Kouyaté détaille. La 14e édition du prix panafricain des leaders a regroupé ici à Casablanca des entrepreneurs venus de 25 pays à travers l'Afrique. La Guinée s'est fait remarquer avec la distinction de 3 entrepreneurs guinéens évoluant dans divers secteurs. Nous sommes un pays de ressources naturelles extraordinaires, mais également de ressources humaines. Le problème est que nous sommes dans l'étau d'un paradigme qui ne peut pas au changement auquel aspirent les générations futures. La vision politique du général président Mamadi Doumbouya, c'est de faire la Guinée d'ici 2040 un pays développé, un pays qui puisse se comparer aujourd'hui comme le Maroc où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est possible. Nous avons le potentiel. Il faut juste miser sur l'éducation. Il faut juste miser sur la formation. Cette 14e édition a récompensé 50 entrepreneurs de l'Afrique. Les lauréats guinéens se disent réconfortés. Un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance des actes qu'on a posés, des actes concrets pour le développement de notre pays, et surtout sentiment du Guinéen, compatriote engagé pour le développement de son pays. On a des potentialités énergétiques immenses. On a des ressources humaines aussi compétentes. Et il faudrait que l'on essaie de se mettre la main, de se serrer les coudes, échanger, partager l'expérience et s'entraider afin que le continent puisse se dépasser. Les récipiendaires promettent de partager les expériences à travers le pays. Une manière, selon eux, d'inciter les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat conformément à la vision du général Mamadi Doumbouya sur le programme Simandou 2040.
50 ans de la CEDEAO, ça se célèbre à Lagos, capitale nigériane. Une cérémonie de bilan glanée pendant ce demi-siècle d'existence. Le dernier père fondateur signe sa présence. Il n'était pas seul. On note également la participation des anciens présidents de la commission de la CEDEAO. Retour sur les cinquantenaires de l'organisation sous-régionale avec Mohamed Touré, Adama Mohamed Keïta, envoyés spéciaux. C'est ici à Lagos exactement que la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975 par les pères fondateurs, comme le général nigérian Yakuba Gowon, le seul vivant encore. L'idée était de promouvoir et favoriser l'intégration économique entre les différents États membres. L'institution sous-régionale, avec 15 pays au départ, a célébré ses 50 ans à 12. 50 ans après, la CEDEAO se targue des progrès enregistrés dans plusieurs domaines, notamment la libre circulation des personnes et leurs biens et la carte d'identité brune. L'organisation a franchi des obstacles historiques pour établir la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En ce jour précis, le 28 mai 1975, et dans cette grande ville de Lagos, le traité fondateur d'Accra a été signé par les chefs d'État et de gouvernement. Nous rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant d'en avoir laissé un parmi les 4. Malgré des acquis obtenus pendant ce demi-siècle d'existence, la CEDEAO peine toujours encore à mettre en place tous les outils nécessaires pour son bon fonctionnement. Il s'agit de la charte de la démocratie et la création de la deuxième zone monétaire, des conditions jugées indispensables pour la survie et la crédibilité de cette organisation sous-régionale, l'une des mieux structurées du continent africain. Ce jubilé d'or n'est pas seulement une célébration du passé, mais un appel à façonner l'avenir. Tirons nos forces de l'Est, du courage de nos luttes, de notre espoir, de notre potentiel partagé. Dans notre unité réside notre pouvoir, dans notre solidarité, notre succès. Ainsi, peuple d'Afrique de l'Ouest, c'est votre communauté, votre main pour la construire, votre effort, votre vision, votre soutien résilient. Vos rêves définiront ce qu'elle devient. Vous devez rester fort. La célébration du cinquantenaire de la CEDEAO a été marquée également par des prestations artistiques, symbole d'unité d'une sous-région en pleine mutation. Elle a été aussi marquée par la présence des anciens présidents de la commission de la CEDEAO et secrétaires exécutifs, comme le Guinéen Lansana Kouyaté. Retour au pays, dans quelques jours débutent les examens nationaux. Face à la presse, les cadres impliqués dans l'organisation, ils ont fait le point sur l'état d'avancement des préparatifs. Mais pas seulement, les grandes annonces sont faites, les mécanismes mis en place aussi dévoilés pour la réussite des évaluations finales. Fallu Diallo nous donne beaucoup plus de détails. C'est le dernier grand oral des acteurs impliqués dans le processus d'organisation des examens nationaux session 2025. Une année scolaire paisible pendant les 8 mois de cours et les autorités éducatives comptent organiser un examen-pression. Nous voudrions que tout le monde adhère à l'idée que les examens ou les concours, c'est un train normal dans toute activité. On ne peut pas faire de l'enseignement sans aller vers l'examen. Donc l'examen, c'est un cours normal qui nous permet de faire une évaluation des acquis de nos élèves. Cette année, il seront plus de 566 000 candidats à affronter ces examens du CEE au baccalauréat. Sur le plan logistique et organisationnel, toutes les dispositions ont été prises pour des examens apaisés et réussis. 313 283 candidats, dont 146 906 filles au compte de l'examen de fin d'études élémentaires. 179 849 candidats, dont 83 013 filles au compte du brevet d'études du premier cycle. Et enfin 72 939 candidats pour le baccalauréat, dont 31 218 filles. Pour accueillir tous ces candidats, 2188 centres d'examen ont été retenus à travers le pays. L'enjeu, c'est la garantie de la chance pour tous les enfants du pays. C'est ce qui fait que l'État déploie tous ses moyens. Parce que l'État veut garantir la chance, l'égalité des chances pour tous.
Les services de sécurité seront fortement impliqués dans le transport des sujets et la sécurisation des centres d'examen. Du côté de la surveillance des candidats, des mesures disciplinaires et des sanctions seront prises contre tout fraudeur. L'idée de dupliquer la rigueur dans le système éducatif, deuxième pilier du programme Simandou 2040. Place maintenant à l'intelligence artificielle. Anciens chercheurs et étudiants de la langue arabe développent leurs compétences à la matière et à juste raison satisfaire leurs besoins académiques. Ce programme de 3 jours est piloté par une structure spécialisée en partenariat avec l'Université Stardom de Turquie. Marwan Kamara. Ces séances de formation sont initiées par la chaire de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, sciences et la culture en collaboration avec l'Université Stardom de Turquie. Elle est conçue pour accompagner les enseignants-chercheurs et étudiants dans l'exploration de l'intelligence artificielle et leur offrir les compétences pratiques pour intégrer les technologies dans leurs recherches au quotidien. L'intelligence artificielle vient pouvoir aider les chercheurs afin qu'ils puissent avoir des données vraiment fiables. Mais des fois aussi, ça peut être un outil en tout cas nuisible pour le chercheur. Et nous avons fait appel aux compétences étrangères pour pouvoir aider les anciens chercheurs du département, mais aussi nos étudiants qui ont pris part à cette première édition que nous voulons vraiment renforcer davantage pour eux. Cette approche éducative aidera les participants à découvrir des outils essentiels qui leur permettra d'améliorer leurs compétences scientifiques pour la qualification du système de l'enseignement arabe en Guinée. On a découvert beaucoup d'autres applications pour nos recherches scientifiques. Les étudiants aussi ont bénéficié pour leurs recherches. Donc on profite pour cette occasion pour remercier l'Université Générale Lansana Conté et l'Université Stardom pour nous avoir donné cette formation avec une spécialiste dans le domaine. À travers ces modules de formation, la chaire de l'ISESCO et son partenaire, l'Université Stardom, sensibilisent aux changements méthodologiques et techniques de l'intelligence artificielle appliquée à la science. Elle encourage également l'interdisciplinarité entre les sciences. On revient sur cette priorité gouvernementale, Kindia, cette fois-ci avec une structure de soutien des initiatives présidentielles. Elle jette son dévolu sur les concessions scolaires. Et ce n'est pas fortuit. L'âge minimal requis est de 10 ans. Les élèves sont donc concernés. Ils sont massivement invités à se faire recenser. Kerfa la presse Camara. Le bureau fédéral régional du Mosacode de Kindia, dirigé par Hadja Diaba Doumbouya, coordinatrice nationale, a récemment lancé une importante campagne de sensibilisation autour du recensement biométrique à vocation d'état civil dans les établissements scolaires. Cette initiative vise à renforcer l'engagement des citoyens, en particulier des jeunes, dans la mise à jour du fichier d'état civil. Ce Mosacode Kindia est passé pratiquement dans tous les établissements. Et le message est clair. Il faut se recenser, il faut se faire recenser, il faut dire aux gens de se recenser, les élèves, les enseignants, les parents, que tout le monde se recense. C'est notre droit aussi de sillonner les établissements publics et privés pour que nos élèves aussi qui font partie de la population puissent se faire recenser. Ces enfants qui sont là, les élèves qui sont là, ils sont les vrais vecteurs de sensibilisation. La campagne a démarré par une série de séances d'échanges et d'explications organisées dans plusieurs établissements scolaires. Élèves, enseignants et encadreurs y ont été sensibilisés sur l'importance et les enjeux du recensement biométrique. Dans la région de Kindia et aussi au niveau du territoire national de la Guinée, de se faire recenser, car en étant un citoyen, il va falloir que tu sois identifié. Partout que tu vas, il faut représenter aussi ta citoyenneté par le biais de ta carte biométrique. Partout où la campagne est passée, les populations ont réservé un accueil chaleureux aux équipes du Mosacode. Une véritable prise de conscience collective s'est manifestée, traduisant un intérêt croissant pour l'enrôlement dans le fichier national biométrique. À Conakry, naissance d'un nouveau programme. Il est baptisé PASGI et se propose d'appuyer le secteur de la santé en Guinée. Son lancement est officiel. L'Union européenne finance la mise en œuvre. Yaya Silla.
Ici, à la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique de la ville de Conakry, est lancé ce programme d'appui au secteur de la santé en Guinée. Il est financé par l'Union européenne à travers Enabel. C'est un programme, comme vous avez bien compris, c'est bien plus large et qui appuie toute une série de réformes que le ministère est en train de mettre en place pour aller vers la couverture santé universelle. La particularité du projet, c'est quoi? C'est que nous sommes en co-construction. Et à la différence des autres projets ou programmes qui viennent nous appuyer, cette fois-ci, nous sommes partie prenante, n'est-ce pas, dans non seulement la conception, mais aussi dans la planification et la mise en œuvre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avait mis en place un programme de référence intérimaire de la transition 2022-2025 et un plan national de développement sanitaire. Ce nouveau programme y tient compte et amplifie leur pertinence sur le terrain. Il faut comprendre par là que c'est un programme qui va contribuer à améliorer les services de santé dans la commune de Matoto et dans d'autres localités, notamment à Zérékoré. Mais comme nous sommes en charge de cette action à Matoto, nous contribuons à améliorer les services de santé, à relever le niveau des paquets de services, à préparer la commune à une protection sanitaire sociale à venir. Donc il y a beaucoup d'actions à réaliser dans ce sens. Je voudrais assurer à l'Union européenne et ses agences de mise en œuvre de l'engagement total des autorités locales à accompagner ce programme. La mise en œuvre de ce programme PASSGUI débutera dès maintenant dans la commune de Matoto. Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, une première célébration en Guinée. À cette occasion, une entreprise spécialisée se fait connaître. Elle évolue dans la confection des cotons hygiéniques. Suivons à nouveau Aïssata Marshall. Le 28 mai de chaque année marque la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. En Guinée, cette date a été saisie comme une opportunité par l'entreprise Nimbastar, qui a procédé à l'inauguration de sa toute nouvelle usine de fabrication de coton hygiénique. Dotée d'équipements de dernière génération, cette infrastructure industrielle vise à répondre aux besoins des femmes guinéennes. Voulu répondre à un besoin qui existait par rapport à l'hygiène menstruelle, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui avec les étudiants et étudiantes de l'université de Kofi Annan, parce que ça commence là. L'éducation, la sensibilisation, parler un peu de tout ce qui est tabou, tous les non-dits autour de la menstruation, c'est important. Nimbastar, ce n'est pas limité à l'inauguration de son usine. L'entreprise a également organisé une campagne de sensibilisation à l'université Kofi Annan, avec pour objectif de briser le tabou autour des menstruations et de promouvoir les comportements sociopositifs. Et on a eu la chance aujourd'hui de visiter cette usine portée et dirigée par une femme, ce qui est déjà à saluer. Mais aussi, on a vu qu'il y a beaucoup de femmes. Il était très important pour nous d'être là aujourd'hui parce que c'est une affaire de tous. Et quand on parle de genre, on parle de femmes, on parle de l'enfant, on parle de vieilles personnes, on parle de personnes vulnérables. On pense à mettre à l'aise les enfants, les adolescentes. C'est une manière aussi d'aller vers le développement. Parce qu'on sait que le manque d'hygiène menstruelle aboutit à l'infertilité chez la femme. Lors de cette journée de sensibilisation, Nimbastar a annoncé la baisse du prix des cotons hygiéniques aux étudiantes. Elle y voit une avancée majeure en faveur de la santé et du bien-être des jeunes filles et des femmes en Guinée. Page noire, la primature en deuil, le chef de division des affaires administratives et financières a tiré s'enregistrer suite à une courte maladie ce vendredi à la Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Une compassion et de condoléances à la famille éplorée. C'est un cadre chevronné de l'administration publique qui tire sa révérence. Chef de la division des affaires administratives et financières à la primature, Vincent Fiolo-Tolno servait l'État avec loyauté et discrétion.
Entré au service public il y a une dizaine d'années, il a gravi les échelons grâce à sa rigueur et son sens du devoir. Ce vendredi, très tôt dans la matinée, le Premier ministre Amadou Ouriba s'est rendu à la maison mortière, accompagné de quelques membres du gouvernement. Le locataire du palais de la Colombe et le gouvernement ont tenu à rendre hommage à ce serviteur de l'État. C'est un décès très brutal. Il était jeune, il a fait sa journée comme d'habitude. Personne ne s'attendait à ce que ce soit une journée fatale pour lui. Et c'est la raison pour laquelle le monde de la primature, aussi bien que du budget, et toutes les personnes qui l'ont côtoyé pendant qu'il a exercé soit au budget, soit à la primature et ailleurs, sont sous le choc. Donc nous sommes venus réconforter la famille, comme il est d'usage, et leur demander de, comme on dit dans nos langues, Yobeyarlo, que la paix règne au sein de sa famille et que son âme repose en paix. Vincent Fiolo-Tolno était un homme de devoir, discret mais essentiel dans le fonctionnement administratif de la primature. Sa disparition soudaine des suites d'une courte maladie laisse un vide au sein de la primature, mais aussi dans sa famille. Nous sommes plus que réconfortés malgré le deuil qui nous frappe, les larmes qui nous coulent. Mais nous avons été réconfortés par la présence du Premier ministre, accompagné d'une très forte délégation. Toute la famille est émue. Nous disons donc merci. Merci à Monsieur le Premier ministre, merci à son gouvernement, merci à notre chef d'État. Les obsèques sont prévues pour ce dimanche 1er juin 2025 à Kenende, dans la préfecture de Doubreka. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. À très vite.